Dans le monde, il arrive parfois des incidents si bouleversants que même les personnes les plus pacifiques exigent une punition juste. Cette histoire raconte comment s'est développée la personnalité d'un criminel dangereux, qui a finalement reçu la peine maximale pour ses actes. Le 29 juillet 1993, il faisait particulièrement chaud dans le district d'Alice, Texas. Malgré la chaleur, les ouvriers travaillaient sur Cut-Off Road. Pendant une pause, l'un d'eux remarqua quelque chose d'inhabituel dans le feuillage dense derrière Smith Creek. Un mystérieux objet gris se trouvait à environ 100 mètres et se détachait nettement du verre. Poussé par la curiosité, l'ouvrier décida d'examiner la découverte. Il dut franchir des barbelés et se frayer un chemin à travers des ronces. Alors qu'il était encore à environ 10 mètres de l'étrange objet, une odeur inquiétante et désagréable flottait dans l'air. Les ouvriers s'approchèrent de l'endroit suspect, mais durant se couvrirent le visage avec des vêtements à cause de l'odeur désagréable. Dans la végétation dense, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Leur découverte les poussa à contacter immédiatement les autorités. N'ayant pas de téléphone portable, un collègue resta sur place pendant que le second se rendit dans la ville voisine de Tellico pour chercher de l'aide. Les forces de l'ordre réagirent immédiatement et arrivèrent aussitôt sur le lieu indiqué. Lors de l'examen du terrain, ils firent une autre découverte inquiétante à 300 mètres de distance, ce qui compliqua l'enquête. Sur la rive, à environ 20 mètres du pont, une personne fut trouvée. Les vêtements étaient encore présents. Apparemment, elle avait été poussée du pont et rapidement entraînée vers la rive par le courant. L'accès à cet endroit s'avéra difficile. C'est pourquoi la police demanda l'aide des pompiers de Tellico. Avec l'aide d'équipements spéciaux, les mesures nécessaires purent être prises. Une équipe d'experts resta sur les lieux jusqu'à la nuit tombée pour chercher des preuves. Pendant que les enquêteurs examinèrent la zone, les experts médicaux effectuèrent les examens nécessaires. Selon les experts, la première victime était une jeune femme. Les experts trouvèrent des traces d'une arme blanche et 2 impacts de balles d'une arme de calibre 22. Des signes d'utilisation d'un grand outil de chasse furent trouvés. Selon l'expert, c'était le cas le plus grave de sa longue pratique. Lors de l'examen, des marques particulières furent découvertes à différents endroits, dont certaines rappelaient des symboles complexes, similaires à des hiéroglyphes. L'examen médical révéla des traces d'interventions chirurgicales inhabituelles. Selon le spécialiste, cela indiquait une cruauté particulière. Des marques caractéristiques furent trouvées au poignet, indiquant une détention prolongée. Les experts supposèrent que la personne avait été maintenue en captivité pendant un certain temps. Le spécialiste établit que tout s'était passé environ 2 jours avant la découverte. Dans le second cas, les circonstances étaient différentes. L'enquête révéla 2 blessures dans la zone de la tête, probablement causées par une arme à feu. Aucune trace de résistance ne fut trouvée. Selon les enquêteurs, l'auteur tenta d'empêcher l'identification sans connaître l'existence des méthodes modernes d'identification ADN. L'état des preuves compliqua considérablement le travail des experts. Particulièrement inquiétant était le fait que les spécialistes découvrirent des signes de traitement inappropriés des victimes. Contrairement au jeune homme, elles ne portaient pas d'effets personnels. Malheureusement, en raison des conditions météorologiques difficiles et du temps écoulé depuis l'incident, il était impossible d'établir toutes les circonstances. Les enquêteurs conclurent que les actes avaient été exécutés avec une aversion particulière. Une supposition émergea concernant une personne aux tendances perturbées. Grâce à l'examen des facteurs environnementaux, le moment exact de l'incident put être déterminé. Il se produisit probablement dans la nuit du 26 au 27 juillet. Pour confirmer cette version, les experts consultèrent un spécialiste de l'examen des impacts environnementaux. Les experts examinèrent le comportement des insectes sur les lieux
et les spécialistes du laboratoire confirmèrent que la période avait été correctement déterminée. Les criminologues remarquèrent une étrange particularité. Contrairement à la première découverte, les traces de l'incident dans le second cas étaient moins prononcées. Cela souleva des questions sur les motifs et les actions de l'auteur. Il avait peut-être compté sur le fait que les preuves seraient d'eau cachées par l'eau ou emportées par le courant. Cependant, son calcul ne fonctionna pas. Les enquêteurs envisagèrent également la possibilité que certaines particularités de l'incident n'étaient pas liées à la tentative de perturber l'enquête, mais avaient un contexte plus inquiétant. On connaît des cas où les auteurs conservaient des souvenirs de leurs actes. La nature de l'incident suggérait une possible implication d'un tueur en série. L'équipe de recherche examina minutieusement les lieux de découverte des preuves. Une attention particulière fut accordée à la recherche de vêtements, mais rien ne fut trouvé près du pont. Cependant, des cheveux clairs furent à trois découverts sur une clôture de barbelés par laquelle les ouvriers s'étaient passés. Selon les enquêteurs, cette découverte pourrait être liée à l'incident. Dans les poches des vêtements de la seconde victime, on trouva un portefeuille noir contenant une carte de bibliothèque de la ville de Garrett, délivrée au nom de James Brian King. L'information à la bibliothèque ne put être vérifiée immédiatement. Il était trop tard. Il fallut attendre le matin. Le lendemain, la police reçut un avis de disparition concernant 2 jeunes personnes de la même petite ville où se trouvait la bibliothèque. Les disparus s'appelaient Brian King et Christina Benjamin. Après avoir reçu l'avis, les enquêteurs se rendirent à l'adresse de la famille et montrèrent le portefeuille trouvé à l'homme qui les accueillit. Il identifia l'objet comme appartenant à son fils, disparu Brian. Avec lui, disparut également sa demi-sœur Christine Benjamin, une jeune femme blonde. Selon le père, il fut réveillé 3 jours avant l'incident vers minuit par un klaxon de voiture. Un véhicule inconnu klaxonna 2 fois devant la maison puis s'éloigna. À ce moment-là, Brian était allongé dans un hamac dehors, ce qui était inhabituel pour ses habitudes. Peu de temps après, environ 10 à 15 minutes plus tard, la même voiture réapparut. Le père remarqua que son fils discutait calmement avec la personne au volant. En voyant la conversation détendue, l'homme supposa qu'il s'agissait d'un des amis de Brian. Il put également distinguer un passager aux cheveux clairs sur le siège arrière, bien qu'il ne pût pas voir clairement le conducteur lui-même. Ne sentant rien de suspect, le père alla aux toilettes. Quand il revint, ni la voiture ni Brian n'étaient visibles. Il supposa que Brian était parti avec des amis et prévoyait de discuter de cette étrange situation le matin. Il alla donc simplement se coucher. Mais le lendemain matin, son fils ne rentra pas à la maison, et comme on le découvrit plus tard, Christina avait également disparu. Les parents commencèrent à appeler des connaissances, mais personne n'avait vu les jeunes amis. Christina avait une sœur plus jeune. Elle partageait une chambre. Selon son témoignage, Brian vint chez elle cette nuit-là et réveilla Christina. Le frère l'informa que des garçons étaient devenus en voiture et les invitaient à faire la fête. Christina accepta sans hésiter. Ils quittèrent la maison à 2 par la fenêtre. Finalement, les parents inquiets s'adressèrent aux forces de l'ordre. Ils mentionnèrent que Christina s'était blessée à la jambe peu avant l'incident lors d'un cours à l'école. Après vérification de cette information, il s'avéra que les experts avaient effectivement trouvé des traces d'une ancienne blessure. Christina avait les cheveux blonds, qui furent comparés à ceux trouvés sur la clôture et à ceux de sa brosse. Il s'avéra qu'ils étaient différents. C'est pourquoi les experts supposèrent que les cheveux trouvés sur la clôture pourraient provenir d'une personne ayant une couleur de cheveux similaire. Les experts découvrirent des fibres particulières sur les chaussures de la victime. Les spécialistes établirent qu'il s'agissait de peluches similaires aux tapis de voiture japonais. Cela conduisit à supposer que les inconnus étaient vont et venus la nuit avec exactement ce type de voiture. Le père de Brian se souvenait avoir vu une voiture sombre, mais ne put reconnaître ni le modèle, ni la plaque d'immatriculation.
Les enquêteurs étaient particulièrement troublés par la dureté inexplicable de l'incident. S'il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance ou d'aversion personnelle, cela signifiait qu'ils avaient affaire à une personne dangereuse qui pourrait représenter une menace pour d'autres. La seule explication pour cette agression insensée pourrait être les tendances pathologiques de l'auteur. Lors des conversations avec les amis des disparus, les policiers apprirent un détail important. Ce soir-là, Christina prévoyait de rencontrer un jeune homme nommé Jason. Malheureusement, aucun des élèves ne connaissait son nom de famille. La situation s'avéra complexe. Cependant, tous les témoins qui s'adressèrent à la police désignaient une personne, Jason Massey. L'un de ses proches connaissait ses tendances inquiétantes. Jason avait abandonné l'école, ne cherchait pas de travail, montrait un intérêt inhabituel pour les animaux sauvages et collectionnait d'étranges souvenirs. Le jeune homme affichait ouvertement ses intérêts inhabituels. Un jour, il fit une déclaration inquiétante. Avec un enthousiasme particulier, il suggéra à son ami de penser à lui s'il entendait parler d'incidents dans la région. Selon la description, Jason était un jeune homme aux cheveux clairs et bouclés, long. Son enfance s'était déroulée dans des conditions difficiles. Sa mère le traitait avec froideur, utilisait des punitions physiques et limitait même l'accès à la nourriture. Le père participait peu à sa vie. La famille changeait constamment de domicile à cause de problèmes de paiement de loyer. Parfois, il devait dormir dans la voiture. Jason grandit dans un environnement défavorable. Il fut précocement exposé à l'alcool et aux substances interdites. Il montrait souvent de l'agressivité envers les plus faibles et un comportement étrange envers les animaux. Quand Jason était encore à l'école, son père fut condamné à une longue peine de prison, mais avait déjà exercé une forte influence sur la vision du monde de son fils. Dans sa jeunesse, Jason fut impliqué dans divers petits délits, y compris des attentions indésirables envers les autres. Lorsqu'une jeune femme rejeta ses avances, il blessa son animal de compagnie pour la punir et la harcela longtemps avec des menaces. Quand le troisième enfant naquit dans la famille, Jason montra une affection particulière pour son jeune frère, mais son aversion pour les adultes ne fit que se renforcer. Avec l'âge, ses fantasmes sur les femmes devinrent de plus en plus inquiétants. Sous l'influence des histoires religieuses de sa grand-mère, il croyait communiquer avec des démons et entendre leur voix. La même année où l'incident avec les deux jeunes gens se produisit, il fut condamné à 120 jours de détention. Un policier découvrit dans sa voiture un animal blessé et une collection d'objets tranchants. Malheureusement, il fut libéré de façon anticipée et apparemment ses actes devinrent beaucoup plus graves. Finalement, les enquêteurs décidèrent d'inviter le principal suspect à un entretien et de l'arrêter. Jason fut placé en détention pour suspicion d'un crime grave avec circonstances aggravantes. Selon les enquêteurs, il sourit étrangement quand les menottes se refermèrent sur ses poignets, comme s'il appréciait cela. Les policiers n'avaient jamais vu une telle réaction. Il ne résista pas, mais déclara avec assurance qu'il serait bientôt libre à nouveau. Après la perquisition de son appartement, on trouva de nombreuses coupures de journaux sur des incidents, une cachette avec des enregistrements vidéo spéciaux, une boîte entière de menottes et d'outils de coupe avec des traces. Dans la chambre se trouvaient des livres sur les cultes obscurs et des objets de garde-robe féminine. Lors de l'examen de la Subaru brune, les experts trouvèrent des traces suspectes, particulièrement nombreuses dans le coffre. On y trouva aussi du ruban adhésif avec des cheveux clairs qui n'appartenaient manifestement pas à Jason. Dans le véhicule, on trouva également un reçu pour des munitions, un couteau de chasse et un tapis brun dont les fibres correspondaient à celles trouvées sur les lieux. Lors de l'interrogatoire, le détenu nia son implication dans l'incident et rejeta les accusations de cruauté envers les animaux. Cependant, il suggéra l'emplacement possible de preuves et proposa de conduire la police à l'endroit présumé. Pendant plusieurs heures,
Il guida les officiers à travers la forêt, mais la recherche resta infructueuse. À son retour au poste, Jason demanda un avocat et refusa de parler aux enquêteurs. Peu après, la police reçut un signalement anonyme. Un informateur inconnu indiqua l'implication de Jason dans l'incident. Plus tard, un témoin important se manifesta qui avait passé la majeure partie de la soirée du 26 juillet avec Jason. Elle rapporta qu'il avait quitté la maison vers 23 heures. La jeune femme remarqua son comportement inhabituel et son agressivité, possiblement causée par la prise de certaines substances. Elle fut particulièrement inquiétée par le fait qu'elle remarqua chez lui des menottes et une arme. Bien que la situation lui parût suspecte, elle ne s'adressa pas aux autorités car elle s'inquiétait des conséquences possibles. Plus tard, il s'avéra que le jeune homme possédait effectivement un pistolet de calibre 22. L'enquête révéla que c'était exactement ce type d'arme qui avait été utilisé lors de l'incident. Les traces trouvées dans la voiture, les échantillons biologiques, appartenaient aux personnes disparues. Les enquêteurs trouvaient de plus en plus de preuves indirectes de l'implication de Jason dans l'incident. De plus, ils ne pouvaient pas expliquer où il était ce soir-là. Ses connaissances remarquèrent le comportement inhabituel de Jason et certains se sentaient même mal à l'aise en sa présence. L'ancienne professeure de Jason se souvenait qu'il montrait un intérêt étrange pour les images inquiétantes et les symboles sataniques. Les camarades de classe remarquaient souvent le comportement étrange du jeune homme. Jason admirait des personnalités notoires, Ted Bundy et Charles Manson. La professeure se souvenait comment Jason avait fait des allusions mystérieuses sur l'année 93 dans les derniers mois et la comparait aux événements de l'année 69, quand Manson commit ses actes notoires. Cependant, de telles conversations étaient quotidiennes pour lui. C'est pourquoi personne n'accordait une attention particulière à ses paroles. À ce moment-là, il n'y avait pas de preuves directes contre lui. Pour une enquête plus approfondie sur le possible lien de Jason avec l'incident, des agents du FBI furent impliqués dans l'enquête. Les experts établirent un profil psychologique basé sur les dossiers de l'affaire. Le spécialiste du FBI nota que l'affaire se distinguait par une cruauté particulière. L'auteur montrait un intérêt malsain pour l'infliction de souffrance, ce qui correspondait parfaitement au comportement du principal suspect en détention. Selon les enquêteurs, la sœur de Brian était la cible principale, et Jason avait nourri ses intentions depuis longtemps. La deuxième personne touchée était un témoin accidentel. En juin 1991, elle trouva ses notes personnelles, dont le contenu l'inquiéta. Une liste de femmes avec des descriptions détaillées de ce qu'il prévoyait de leur faire suscita une inquiétude particulière. Christina était en haut de cette liste. Les journaux intimes trouvés effrayèrent tellement la femme qu'elle s'adressa à une clinique psychiatrique pour obtenir de l'aide. Après l'examen de ses notes, le psychiatre conclut que le jeune homme pourrait représenter un danger pour les autres et pour lui-même. Il fut admis dans une clinique pour observation et thérapie. Cependant, les experts n'étaient pas d'accord sur le diagnostic d'un trouble antisocial. La plupart des médecins ne soutenaient pas cette évaluation après les examens. C'est pourquoi Jason fut libéré sans ordonnance de traitement. Plus tard, les notes personnelles du jeune homme devinrent une partie importante des documents d'enquête. Ces fantasmes avaient complètement pris possession de sa conscience pendant une longue période. Le 17 mars 1994, Jason fut inculpé de délits graves pour lesquels la peine maximale était prévue dans l'État. Le détenu nia son implication et était convaincu qu'il serait bientôt libre. Après 3 semaines, les audiences judiciaires commencèrent. Le procureur du Texas avait l'intention de requérir la peine maximale. Le procès commença le 28 septembre 1994. Selon l'accusation, Jason Messi communiqua ses mauvaises intentions à un ami à la mi-juillet 1993. Il se procura une arme
acheta des munitions et d'autres objets et planifia comment attirer Christina hors de la maison. Utilisant Brian, il les attira tous les deux dans la voiture en promettant de les conduire à une fête. Les événements prirent un tournant tragique. Brian devint d'abord victime et quand Christina tenta de s'enfuir, Jason la rattrapa. Ensuite, l'auteur s'enfuit en ne laissant que des traces incomplètes. Un grand problème pour l'accusation était l'absence de certaines preuves matérielles importantes. De ce fait, de nombreuses preuves n'étaient qu'indirectes. L'avocat commis d'office insista sur la partialité de l'enquête. Selon ses dires, après l'apparition d'informations sur le jeune homme inhabituel, la police cessa d'envisager d'autres participants possibles. L'avocat souligna particulièrement que la plupart des preuves étaient indirectes et que les conclusions du procureur étaient spéculatives. La défense demanda une enquête plus approfondie sur le rôle du second participant qui conduisait le véhicule pendant l'incident. Dans la salle d'audience, Jason donnait l'impression d'un homme d'affaires réservé. Son défenseur mit l'accent sur le passé difficile de son client. La sœur de Jason témoigna et décrivit leur vie difficile. Ces témoignages se retournèrent cependant contre la défense, lorsque l'accusation souligna que la sœur, malgré toutes les difficultés, avait pu construire une vie décente et n'avait pas enfreint la loi. Cela signifiait que les adversités passées ne pouvaient pas servir de justification pour des actes illégaux aussi graves. Des experts témoignèrent au procès. Les experts établirent que l'incident était le résultat d'une agression. C'est pourquoi la libération du jeune homme pourrait représenter une menace sérieuse pour la société. L'un des principaux témoins était Chris Nowlin, l'ami au volant de la voiture qui emmena les jeunes gens. C'est lui qui, plus tard, transmit anonymement des informations importantes aux enquêteurs. Le jeune homme avait conclu un accord de coopération avec le procureur en échange d'un allègement des conséquences de sa participation indirecte. Selon le récit de Chris, Jason l'avait persuadé de conduire à la rencontre en inventant une histoire. Il prétendait avoir une relation avec Christina. Bien que ce ne fût pas vrai, Chris le crut en voyant comment les jeunes gens interagissaient. Le groupe se rendit à une station isolée près d'un pont. Là, Jason révéla à son ami ses intentions concernant les accompagnateurs qui impliquaient des conséquences sérieuses. Cependant, Chris ne le prit pas au sérieux, car son ami disait souvent de telles choses mais ne les réalisait jamais. Il pensa que c'était une indication de les laisser seuls et s'en alla. En relation avec les entrées du journal intime trouvées, les circonstances de l'incident avec Christina et le passé de Jason, il y avait de sérieuses inquiétudes. Un employé de l'armurerie confirma la vente de munitions à Jason. L'examen montra leur similarité avec celles trouvées sur les 2 lieux du crime. Le lendemain, Jason se rendit dans une station de lavage auto, où il nettoya minutieusement son véhicule à l'intérieur et à l'extérieur. Les experts réussirent néanmoins à y trouver des preuves importantes. La mère de Jason raconta qu'il avait rejoint une communauté religieuse peu avant les incidents. Pendant un moment, elle crut que son fils avait réellement changé pour le mieux. Mais à en juger par ses notes personnelles, la réalité était tout autre. Le procureur devait encore évaluer toute la gravité des actes d'une personne qui pourrait encourir la peine maximale. Pendant l'une des audiences, il y a eu une découverte inattendue. Un touriste par hasard, qui se promenait dans la forêt près du lieu du crime, trouva un vieux réfrigérateur. Par curiosité, il regarda à l'intérieur et se figea à cette vue. Dans le réfrigérateur se trouvaient 3 des restes d'animaux. En outre, il y avait 4 carnets rouges et jaunes qui appartenaient à Jason. Ils étaient écrits d'une écriture irrégulière et étaient appelés « Livres des actes ». Ces journaux avaient été tenus de 89 à 93 et se terminaient à la date de l'incident avec les adolescents. Dans les notes, Jason décrivait ses expériences avec les animaux et détaillait ses plans concernant Christina. En partie, ses actions étaient liées à des sentiments négatifs envers sa mère.
Sa grand-mère pourrait aussi avoir eu une certaine influence, elle qui lui parlait constamment de forces obscures. Ces notes convainquirent définitivement l'accusation que l'incident avec Christina était soigneusement planifié. Entre leurs mains se trouvaient des preuves de comment Jason, selon ses propres mots du journal, était devenu spécial. Après les plaidoiries finales de l'accusation et de la défense, les jurés se retirèrent pour délibérer. Après 3 heures, ils déclarèrent Jason Messi coupable de 2 chefs d'accusation graves. Il fallait maintenant examiner toutes les circonstances de l'affaire pour décider de la peine maximale. L'accusation s'appuya sur les entrées du journal. Selon les calculs, Jason décrivait des cas impliquant 41 chats, 32 chiens et 7 veaux. Selon ses rares connaissances, ce jeune homme considérait le comportement agressif comme un signe de force et cherchait à le démontrer. Ses notes personnelles montraient qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter. Dans ses dernières notes, il écrivait sur son désir de devenir le criminel le plus connu des États-Unis, avec un objectif personnel de 1000 incidents dans les 20 prochaines années. Les jurés n'eurent besoin que de 15 minutes pour prononcer le verdict le plus sévère le 12 octobre 1994. Après le prononcé du verdict, le juge remarqua que cette peine était plus humaine que les actes du condamné envers les victimes. Lorsque Jason fut transféré dans l'unité spéciale, il affirma qu'il y avait un lieu secret dans la forêt, dont lui seul connaissait l'emplacement, où étaient donc cachées des preuves et des restes d'animaux sauvages. Étonnamment, l'accusé fut surpris par sa condamnation. Ses défenseurs continuèrent à faire appel. De façon surprenante, différents groupes de soutien prirent le parti de Jason, dont une organisation canadienne qui s'opposait à la peine de mort. Les militants des droits de l'homme considéraient la sentence trop sévère. Cependant, tous les appels furent rejetés. En détention, Jason communiquait activement avec les journalistes. Il affirmait comprendre ses actes et avoir changé, et essayait de convaincre tout le monde de son innocuité. Heureusement, ces déclarations insincères ne furent pas prises en compte et le flot de paroles de cet homme dangereux s'arrêta. Le soir du 3 avril 2001, Jason fut conduit dans une salle spéciale pour l'exécution du verdict. On lui servit son dernier repas choisi. Avant la procédure, Jason s'adressa aux proches de ceux à qui il avait causé du tort. Il dit aux parents de Christina que leur fille n'avait pas eu à endurer autant qu'ils le pensaient. Ensuite, il se tourna vers sa mère et sa grand-mère et remarqua que ce qui s'était passé avait rapproché leur famille. C'est pourquoi il était prêt à accepter son destin. Jason répéta ses paroles précédentes sur le fait qu'il avait laissé Christina près de la rivière. Lorsque la procédure commença, il cita un verset de la Bible, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. À 18h20, la fin de la procédure fut officiellement annoncée. Après cela, les forces de l'ordre organisèrent de vastes opérations de recherche le long des rives de la rivière et dans l'eau elle-même, près de l'endroit où des découvertes importantes pour l'enquête avaient été faites précédemment.